Salut à tous, si vous nous rejoignez, bienvenue. Et puis, si vous aimez les histoires d'Alia, bien celle-ci va sûrement vous intéresser, surtout qu'elle concerne un personnage que vous connaissez peut-être, puisqu'il s'appelle André Darmon, qu'il est journaliste, qu'il est patron d'un journal assez connu, Israël Magazine notamment, qu'il a fait plein de choses dans sa vie. On va dérouler un peu son fil rouge. Bonjour André. Bonjour Cathy. Merci d'être venu nous voir. Merci de me recevoir. Et bien, on est ravis. Alors, vous êtes en Israël depuis très longtemps, depuis 30 ans. Vous avez fait un tas de trucs, comme tous les gens qui sont là depuis longtemps. Oui, je suis là depuis 30 ans. C'est ma seconde alia et j'en avais fait une un petit peu avant, quand j'avais 17 ans. Donc j'ai été là, nous avons été dans les années 70. Voilà, les précurseurs du lycée français à Emek Rephaim, là-bas. Voilà, donc, à Jérusalem. La première fois était à Jérusalem. À Jérusalem, tout à fait, oui. Voilà, alors vous avez fait beaucoup de choses, donc ces 2 ans passés en Israël vous ont donné le goût, l'amour d'Israël apparemment. Totalement, oui, ça a été comme un virus qui m'a piqué et je m'étais toujours juré de revenir un petit peu plus tard. J'avais dû revenir, j'avais même dû ne pas aller à l'armée alors que j'étais appelé à l'armée parce que mon père était souffrant et d'ailleurs ça s'est mal fini. Et donc, je suis revenu en 89, donc, avec femme, enfant, valise et projet. Alors, vous êtes revenu quelques années plus tard. En France, pendant ce temps, vous avez fait du business. D'abord, j'ai repris mes études. J'ai fait des études de gestion, des études de marketing. Et j'ai été pris par, pas véritablement un autre virus, mais je suis entré dans le business. Est-ce que c'est congénital? Je ne sais pas, le business chez nous. Et voilà, pendant quelques années, on va dire que j'ai fait de l'alimentaire parce que la passion qui m'animait depuis toujours, c'était l'écriture. Donc, j'ai attendu de faire ma seconde alia pour me dire et de mettre en pratique cette passion qui gisait au fond de moi. Alors, est-ce que c'était une bonne idée? Parce que souvent, les gens nous disent il vaut peut-être mieux capitaliser sur ce qu'on sait faire, ou alors est-ce qu'il faut laisser libre cours à ses rêves, profiter de cette seconde chance, que l'ALIA est forcément une seconde chance pour faire ce qu'on a vraiment envie au fond de soi? Écoutez, moi j'ai pris le problème un petit peu différemment dans le sens où je n'ai pas vendu mes affaires en France. Donc, ce qui me permettait de pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Subvenir aux besoins de la famille, et tout en pouvant promouvoir cette passion que je voulais absolument mettre en action. Donc, et surtout à l'époque où c'était le désert en termes de journaux, tout le monde m'avait pris pour un fou. Alors, mais quand même, avant de concrétiser et de monter un journal, ou même plusieurs journaux, vous avez été présidente de l'Unifan à Ashdod, puisque vous êtes installée à Ashdod. Pourquoi cette volonté d'aider les autres ? C'était au programme, ça? Ça aussi, je pense que c'est aussi congénital, ça. Je pense que chez nous, les Juifs, le fait d'aller vers l'autre et quand vous voyez les gens dans la détresse, vous essayez de les aider dans la mesure où quelque part, la vie vous a aidé. Donc, je crois qu'il faut rendre ce qu'on vous a donné. Donc, vous avez fait ça pendant un certain nombre d'années? Oui, j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années. Et puis j'avais du temps de libre et donc j'ai vu les problèmes de l'ALIA, les problèmes de travail, les problèmes de logement, les problèmes d'éducation. Ça a changé à ce niveau-là, d'après vous, aujourd'hui ou pas? Alors, les problèmes il y a toujours les mêmes problèmes, mais c'est vrai que aujourd'hui, je veux dire, déjà l'ALIA est complètement différente. Parce que moi j'ai connu des alias de désespérés, des alias fiscales, des alias comme vous le disiez tout à l'heure, des alias de deuxième chance, mais même sur le plan privé, des gens qui voulaient refaire leur vie, pas seulement en Israël, mais ils voulaient repartir d'un bon pied au niveau de leur couple. Donc et je pense que ça existe toujours. C'est différent aujourd'hui parce que la communauté, est, sur un plan quantitatif, est bien plus importante. Et sur un plan qualitatif aussi, sans dénigrer bien évidemment ce qu'il y avait avant, où il y a eu souvent des alias qui étaient liés à l'antisémitisme, qui existent toujours, mais c'était beaucoup plus violemment contre l'antisémitisme. Aujourd'hui, il y a une véritable... je veux dire, il y a plus un côté... Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent encore aujourd'hui parce que le climat en France est très tendu. Ça existe beaucoup. Ah oui, non, mais je dis que ça existe. Mais à une époque, vu les conditions aussi économiques qui ont jamais été véritablement brillantes en France,
beaucoup de gens s'étaient dit tant qu'à souffrir, autant souffrir en Israël. Au moins on sera chez nous, etc. Donc l'Alia est un peu similaire, mais le volume, j'allais dire le volume de l'Alia, je les vois à travers les journaux. Je vois beaucoup d'entrepreneurs et des entrepreneurs aujourd'hui qui sont rentrés véritablement dans la vie active, qui sont au même niveau que les Israéliens en termes d'entrepreneuriat. Donc oui, c'est quand même différent de ce côté-là. Oui. Alors vous avez bien sûr au sein de l'Unifan lancé un journal parce que ça vous démangeait. Et puis apparemment il y avait un besoin, ça s'appelait Le Lien. Ça a duré combien de temps ? Alors, le lien, je l'ai lancé avant l'Unifan parce que, comme je disais, ça me démangeait. Et quand j'ai senti qu'il fallait, pour moi en tout cas, rentrer dans le domaine associatif, donc à l'Unifan, pas seulement à Ashdod, d'ailleurs, même au niveau national. Donc, le lien est devenu le journal de l'Unifan. Et quand après, j'ai pris des fonctions beaucoup plus nationales, on a tenté de monter un journal national. C'était un petit peu plus compliqué, sans rentrer dans les détails. Mais oui, c'est devenu et c'est pourquoi le lien, parce que je voulais, puisque c'est moi qui l'ai créé, je voulais faire en sorte que les gens puissent se parler, puissent s'écrire, puissent dans les différentes villes, parce qu'il y avait entre francophones, etc. Déjà dans la même ville, dans le même quartier, dans le Merkaz Klita, déjà. Ouais. Vous voulez donner une tribune aux gens qui étaient là. Voilà, je voulais donner une tribune aux gens, et puis qui parlent de leurs soucis, de leurs problèmes, de leurs aspirations. Et donc le lien s'est terminé quand j'ai quitté l'Unifan après quelques bonnes années comme le virus était toujours là, donc j'ai monté un magazine qui s'appelait Tikva Magazine, qui me semblait pas assez professionnel. Et en 99, j'ai monté Israël Magazine, et en 2004, Ashdod aujourd'hui. Et en 2006, le guide de l'Alia. Vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez eu une librairie aussi juste avant. Oui, c'est toujours ce lien avec avec l'écriture, avec le roman, avec le papier. Et à un moment donné, je me suis dit plutôt que vendre des journaux, je voudrais les faire. Donc les faire de manière professionnelle, parce qu'il y avait un manque terrible. Parce que le problème, c'est que les francophones à l'époque. Et je pense que le problème existe toujours, puisqu'on parlait de comparaison tout à l'heure. Bien sûr. Les Français ne savent pas ce qui se passe. Les Français, je ne parle pas de ceux... Qui sont hébraïsants. À part les hébraïsants, mais beaucoup d'autres ne savent pas ne savent pas qui est Bibi, qui est Victor Lieberman. Alors, ils entendent des bribes par-ci, par-là. Et c'est du Facebook, c'est du Facebook à tombeau ouvert. C'est pas... Donc, à l'époque déjà... Je voulais tenter, puisque je parlais l'hébreu, d'informer au mieux, au plus près les francophones. Et il y avait aussi dans ma démarche une volonté, puisqu'on a été distribué très très vite en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, une volonté aussi d'apporter une information qui soit beaucoup plus... qui collait beaucoup plus à la réalité. Donc, en deux mots, essayer de contrer très modestement la désinformation. Ok. Alors, comment on devient patron de journal en Israël, 99, ça fait 20 ans que ça dure, donc on sait les difficultés des entrepreneurs en Israël, notamment de la presse. Dans le monde entier, c'est pas toujours simple. Donc, j'imagine en plus dans une niche comme un journal francophone, en Israël, il faut quelques secrets pour tenir. Je pense, c'est pas des secrets, puisque je vais vous en parler. C'est pas des secrets, mais je pense que, et j'en parle souvent à la radio, à la télévision et dans les journaux qui m'interviewent, c'est qu'il y a un problème. J'ai souvent dit à mes confrères, puisqu'on avait monté il y a quelques années le syndicat des journalistes et des éditeurs francophones. Je pense qu'il faut qu'il y ait une exigence de qualité d'abord. Je veux dire, on ne peut pas se dire représentant d'une communauté, parce que des journalistes et des journaux représentent quand même une part, sans avoir une exigence de qualité. Donc, ma première exigence, c'était la qualité, le professionnalisme de vos équipes. Donc, j'ai décidé d'investir réellement dans les magazines, de payer mes journalistes et de les payer. Paraît-il qu'on est un des seuls, paraît-il. Et de les payer, et essayer de sortir un véritable journal qui apporte d'abord de véritables informations et des informations originales. On nous dit souvent qu'on trouve dans Israël Magazine ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Et surtout montrer Israël de l'intérieur, montrer
le cœur qui bat d'Israël, c'est-à-dire ses inventions, ses découvertes, cette médecine, ces high-tech, toutes ces qualités qui aujourd'hui sont évidentes pour le monde entier, mais qui n'étaient pas... À l'époque, il y a 20 ans, peu de gens en parlaient. Non, peu de gens en parlaient, et je me targue un tout petit peu, très modestement, à mon petit niveau d'avoir monté. Je sais que les gens, la première des choses qu'ils me disent, on lit d'abord les bonnes nouvelles d'Israël. Qu'est-ce qui est né aujourd'hui qu'est-ce qui est né aujourd'hui sur cette terre comme invention, comme découverte, voilà. Ok, donc c'est vrai que vous êtes un des seuls journaux payants, vous n'êtes pas un journal gratuit, il y en a d'autres, il y en a encore un ou deux autres, je crois, mais c'est aussi compliqué. Alors donc, vous parliez d'entrepreneuriat, donc, vous savez, quand on a vécu dans l'association ou dans l'associatif pendant des années, on se dit que et on sait que de toute façon l'associatif, j'allais dire que, pour pas faire un mauvais jeu de mots, l'associatif, c'est un peu approximatif. Donc, quand j'ai monté le journal, j'ai dit, dans la mesure où on va faire quelque chose de professionnel, et pour se faire respecter, et pour que le journal soit respecté, que le travail soit respecté, il faut qu'il soit vendu. Et j'allais dire que cette aventure, elle a été, entre guillemets, payante, parce qu'on a des milliers d'abonnés aujourd'hui, le journal se vend bien, il est attendu, dès qu'on a 2 jours de retard, on a des téléphones de partout, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, j'ai rien fait de particulier, j'ai demandé à mes journalistes de travailler et de pas me raconter n'importe quoi, pas me raconter ce qu'on voit sur Facebook. À l'époque, c'était Internet, c'était Facebook, m'apporter du chomer, comme on dit en hébreu. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous dans votre aventure d'entrepreneur, on va dire, en Israël? Le plus dur, d'abord, ça a été de se faire accepter par les Israéliens. Okay. D'abord, faire comprendre aux Israéliens qu'il y a une communauté qui existe. Donc, c'était un petit peu la suite de mon travail à l'Unifan. À l'Unifan, donc le travail que vous faites tous aujourd'hui, c'est-à-dire faire comprendre que la communauté française est importante, qu'elle est acheteuse, elle est acheteuse de tout. Donc, je parle des annonceurs, etc. Donc, oui, parce que c'est vrai que c'est un journal francophone, mais dans le milieu ambiant israélien, donc vos annonceurs sont israéliens, certains en tout cas. Oui, on a eu à une époque, on a eu énormément à un moment donné, on était à 80% d'annonceurs israéliens, notamment dans l'immobilier, parce que les premiers à l'avoir compris, on n'a pas eu grand mal à leur faire comprendre qu'il y avait beaucoup d'acheteurs potentiels dans l'immobilier. Vous n'avez pas eu la tentation de passer à l'hébreu en même temps, de traduire le magazine? Alors vous savez, on m'en a parlé encore il n'y a pas longtemps, parce qu'on me propose des versions espagnoles d'Israël Magazine, des versions anglaises. Ouais. Version anglaise d'Israël Magazine qu'on a sortie il y a 15 ans, on a sorti 3 numéros à l'époque aux États-Unis, au Canada. Et la version hébreu, non, parce que, à mon avis, tout est dit et tout est fait en hébreu. Je veux dire, vous prenez le supplément... Mais c'est peut-être pour mieux faire comprendre à vos annonceurs israéliens que oui, ça veut dire quelque chose, oui, ça tient la route. Non, parce que je pense que... Je sais qu'il y a des tentatives aujourd'hui pour sortir des journaux en hébreu, mais je trouve que c'est voué à l'échec, parce qu'il y a tant de qualités rédactionnelles et chez les Israéliens et volumineux en plus. Vous prenez les suppléments du week-end de Yediot ou de Haaretz ou de Maariv ou de Israël Hayom. Je vois pas très bien ce qu'on pourrait apporter. C'est sûr qu'on irait dans le mur. Donc, en hébreu, certainement pas, non. D'accord. OK. Bon, c'est intéressant comme point de vue. Donc, vous avez continué avec Ashdod aujourd'hui. Ça aussi, c'était votre bébé. Vous en êtes pas vraiment fier. Mon bébé. C'était la moitié de mon bébé. C'était la moitié du bébé de mon fils, aussi Laurent, qui me voyait travailler, qui aimait ce que je faisais. Et on a senti encore une fois un besoin dans cette ville. Et la preuve, c'est que 15 ans après, le magazine se porte formidablement bien. Nous, on l'a vendu, on l'a cédé il y a 6 ans, parce que mes enfants sont partis vers... mes enfants qui me secondaient dans les magazines sont partis vers d'autres Eldorado. Moi, ils pensaient, l'immobilier, etc. Et donc, je ne pouvais pas tout assumer. Donc, j'ai vendu Ashdod aujourd'hui. On a arrêté le guide de l'Alia pour d'autres raisons. Et donc, je me suis concentré de manière extrêmement précise sur Israël Magazine, sur le développement d'Israël Magazine. Alors, votre amour pour Israël, votre intégration, on va dire, tout à fait louable, vraiment. Au cours de ces années, vous avez eu aussi le drame de beaucoup d'Israéliens qui a tapé à votre porte parce que vous avez perdu un fils juste après la guerre du Liban.
Oui, j'ai perdu mon fils Raphaël, donc, qui était canonnier dans Tsahal, dans les blindés. Et jusqu'à aujourd'hui, officiellement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et il était en service, en fait. Il était en service, bien sûr, il était soldat. C'est pas pendant son service qu'il a été tué. Il est mort dans sa chambre. On ne sait pas encore aujourd'hui comment. Moi, je le sais, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Et c'est aussi, donc, ça n'a pas tari mon amour pour Israël, mais ça m'a fait prendre conscience de certains mythes qui étaient gonflés, comme le mythe de Tsahal, parce que j'ai été confronté à Tsahal pendant des années. J'ai rencontré les plus grands généraux. Pour obtenir la vérité sur ce qui s'était passé. Oui, et eux-mêmes ne savaient pas. Pour vous donner un exemple, quand j'ai rencontré le Rosh Haka qui est ce qu'on appelle le directeur, le patron des ressources humaines, c'est un général de 2 étoiles. Quand je lui ai demandé, est-ce que vous savez par quelle fusillade est tué mon fils, il m'a dit, mais bien sûr. Il a questionné les enquêteurs qui ne savaient pas. C'est-à-dire, après 1 an d'enquête, ils ne savaient pas d'où était sortie la balle qui avait tué mon fils. Donc, le mythe de Tsahal, le mythe de l'État moderne, etc., c'est quelque chose sur lequel je suis revenu, mais ça ne tarit pas absolument mon enthousiasme de vivre ici, de voir grandir mes enfants et mes petits-enfants aujourd'hui. Mais il y a une plaie qui reste ouverte, c'est clair. Voilà, c'est un peu compréhensible, et plus que compréhensible. Vous avez essayé, en tout cas, vous avez eu besoin, encore une fois, de vous ressourcer dans l'écriture, parce que vous avez écrit un livre suite à cette perte. Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les silences du ciel ». Les silences du ciel, c'est une périphrase pour dire les silences de Dieu, parce que j'ai cherché Dieu pendant ces moments-là, et je ne l'ai pas trouvé. Et donc, je n'ai pas raconté mon histoire, parce que je suis d'abord, avant tout, je me sens romancier ouais. Et journaliste. Je n'ai pas voulu faire une autre... Donc, j'ai créé une histoire qui se passait d'ailleurs dans mon imagination au moment de la mort d'Yitzhak Rabin. Et d'ailleurs, j'ai fait un espèce de parallèle entre la mort du fils et la mort du père, le père de la nation, Yitzhak Rabin, parce que j'ai considéré, moi, qui suis de droite, que la mort de Yitzhak Rabin était une terrible tragédie pour le peuple juif. Et donc, j'ai tenté de montrer parce que je pense que la communauté francophone, comme je le disais, pour tout à fait autre chose, ne sait pas ce que c'est que... Ne sait pas, heureusement, mais c'était au moment aussi où nous avons perdu Yohan Zerbib, le fils d'un ami, Gérard, Zérono Livracha. Et ça, je crois qu'il y a eu 2 mois de différence. Et c'est à ce moment-là que j'avais écrit dans Israël Magazine que la communauté francophone connaissait son premier drame. Et j'ai connu le mien 2 mois après, quoi. Donc voilà, raconter ces terribles moments, raconter la douleur, raconter... Parce que la communauté francophone me semblait encore en dehors de... J'ai pas encore intégré... Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Ouais. Aujourd'hui, tous les enfants partent à l'armée. Les parents savent ce que c'est la peur, la douleur pour certains. L'appréhension... ils ont vécu des guerres, Tsuketan, toutes les guerres, parce que elles sont reconnues comme des guerres, et la deuxième guerre du Liban également. Donc j'ai voulu montrer ce que c'était, d'ailleurs, parce que un jour j'ai rencontré un ami qui m'a dit, c'était 6 mois après, qui m'a dit, il m'a dit, mais qu'est-ce que t'as? J'ai dit, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas perdu mes clés, j'ai pas perdu mon chien, j'ai perdu mon fils. Et j'ai l'impression que c'était quelque chose... que les gens ne comprenaient pas. Les gens ne comprennent pas, et qu'à Dieu ne plaise qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne comprennent jamais. Ouais. Ok, donc vous avez continué avec l'écriture, vous préparez votre 3e roman. Le premier parlait d'Alia, voilà, David Ville. Le premier d'Alia, le second bien de cette douleur que les parents d'Israël malheureusement sont nombreux à connaître. Et puis un 3e livre, base autobiographique plus ou moins, mais en tout cas toujours romancé. Toujours très romancé. D'ailleurs, ça se passera. C'est un roman qui se passe en France, donc c'est totalement... Édité à compte d'auteur aussi, celui-ci. Je sais pas, parce que bon, on en a parlé tout à l'heure.
les livres qui parlent d'Israël ou qui rentrent véritablement, ou qui sont polémiques un peu, même si on nous trouve beaucoup de qualité en France, on a du mal à les éditer. Donc moi j'ai trouvé un biais qui me semblait assez extraordinaire, c'est que je me suis dit, je veux écrire ce livre, je veux l'écrire d'abord pour moi, pour exorciser un petit peu, pour tenter d'exorciser ma douleur, mais également pour l'offrir. Donc je l'ai offert à des milliers d'abonnés et j'étais tout à fait heureux. Voilà. Vous avez bien fait. Qu'est-ce que vous retenez du parcours, et en sachant que vous avez encore plein de belles choses à faire ici? Je retiens du parcours que, d'abord, c'est que, et ça c'est peut-être un message non pas pour les gens qui sont ici, mais pour les gens qui sont à l'extérieur. On nous écoute aussi à l'extérieur. On nous écoute, j'imagine. C'est qu'on vit une époque, je crois que je vais paraphraser, on vit une époque formidable. C'est-à-dire pendant 2000 ans, on a rêvé de venir en Israël. Les communautés ont eu ce rêve impossible de vivre à Jérusalem, de vivre... Aujourd'hui, je parle de Jérusalem. Je veux dire, il y a 50 ans ou il y a 60 ans, je ne sais pas si les gens pouvaient l'imaginer. Aujourd'hui, je parle de Jérusalem. C'est un rêve qui s'est matérialisé. Donc, ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'il y a une ambition messianique qui s'est réalisée. C'est absolument prodigieux. Je crois que quelqu'un disait que le sionisme, c'est la seule idéologie qui a survécu au XXe siècle. Le communisme est mort, le socialisme, n'en parlons pas. Bon, le capitalisme, c'est encore autre chose. Mais le sionisme, c'est la seule idéologie qui a survécu. Ça, je retiens d'abord ça comme première. La deuxième, si je puis dire, c'est qu'Israël, et peut-être que cette formidable la vitesse à laquelle se développe Israël, c'est une vitesse à laquelle on participe aussi de manière extrêmement modeste, mais à la fois on fait partie de cette aventure, de cet entrain, puis on y contribue aussi. Donc il y a une espèce d'osmose entre le pays et nous qui fait que comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on se remplit chaque jour de l'air pas seulement de l'air de Jérusalem, de l'air de Tel Aviv, même si quelquefois il est un peu vicié, de l'air de Haïfa et de l'air d'Ashdod. Voilà, et des gens surtout, j'imagine, qui font ce pays. Et il y a des gens absolument formidables. Il y a à tous les niveaux, sur le plan politique, on critique les politiciens, mais il y a des gens formidables de ce côté. Il y a des gens sur le plan communautaire qui font des choses formidables. On rencontre beaucoup de gens bien. J'imagine. Alors, juste une petite question pour terminer, parce que comme vous êtes là depuis tellement longtemps, que vous avez un journal de presse qui est très, très suivi, qu'est-ce que vous pensez de l'entrée des Français dans la politique, puisqu'ils vont dans certaines, je crois, 9 villes, il va y avoir des Français qui vont se présenter au municipal, qui vont avoir lieu le 30 octobre. Écoutez, moi j'ai parlé avec beaucoup de ces candidats, et d'abord, c'est assez révolutionnaire quand même. C'est révolutionnaire, c'était attendu depuis tellement longtemps. C'est un pas extraordinaire dans la représentation des Français. J'ai rencontré les représentants, je connais les représentants de Tel Aviv, j'ai rencontré les représentants de Netanya. Et je pense, c'est ce que j'ai écrit, c'est que c'est un pas vers... dans un an peut-être, avoir des représentants à la Knesset. Non pas pour défendre de manière communautaire les francophones, mais moi on m'a proposé un jour, et j'ai dit, si un jour je deviens député, ce que je ne ferai pas parce que j'ai plein d'autres projets, mais je ne suis pas là pour défendre les Français, je suis là pour défendre ceux qui sont en marge, les Éthiopiens, les défavorisés, les Français aussi. Vous pensez que les francophones ont une autre façon de voir la politique ? Je ne sais pas s'ils ont notre façon, parce que je pense que dans la mesure où ils se présentent, c'est qu'ils ont envie de représenter leur communauté. Mais je pense que ça serait une erreur de faire comme les Russes, d'être simplement les champions de sa propre communauté, parce qu'on ne va pas très loin. La preuve, regardez les partis russophones. Lieberman, il est à 5 députés. C'est plus que c'était, on va dire. Pardon ? Ce n'est plus que c'était. Il y a eu un engouement parce qu'il y a une formidable alia russe, mais qui aujourd'hui s'est intégrée.
Donc ça serait une erreur de miser sur... je crois que d'abord un député, il est là pour défendre tout le monde. Quoi, voilà. Ok, bon, en tout cas, on était ravis. C'est une formidable aventure. Ben voilà, on était ravis de vous avoir ici, de vous entendre parler, d'échanger avec vous sur des questions qui nous intéressent à tous. Longue vie alors à Israël Magazine. Merci beaucoup, bientôt 20 ans. Voilà, et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup Cathy. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.